Alors, je vous avais fait un petit collage, là, un petit montage peinture photo pour vous représenter un habitat des Grands Causses qui va se rendre dans les bas pays pour y trouver probablement son épouse. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, le franchissement des frontières, évidemment, c'est un sujet intéressant pour les archéologues, notamment parce que la frontière, c'est un point de raccord entre différentes aires culturelles, mais aussi une frontière, donc un point de rupture, et qui est tout à fait exact, comme tu l'as fait remarquer, que les archéologues sont très attentionnés sur tout ce qui peut concerner des ruptures ou des changements. Soit dit en passant, cette obsession de la rupture et du changement, le revers de la médaille, c'est la régularité, aussi la recherche de la régularité, a tendance à dominer le discours. Or, le principal écueil des raisonnements en archéologie préhistorique, notamment pour le néolithique, c'est qu'on tient très peu compte de la démographie. Je ne vais pas faire un long hiatus sur la démographie, mais juste pour dire qu'un monde où il y a 30 millions d'habitants, ou un monde où il y en a 300 000, ou un monde où il y en a 30 millions, n'opère pas de la même façon sa perception des frontières et des distances. Surtout dans des sociétés où les engins mécaniques sont inconnus et où les déplacements sont essentiellement faits à pied, parfois dans les zones qui le permettent avec des chariots tirés par des animaux, ou des travois tirés par des animaux, ou des hommes d'ailleurs. Mais c'est un élément extrêmement intéressant. Et donc le monde dont on va parler aujourd'hui, c'est le monde néolithique du midi de la France, où on estime une population pour une région qui fait, la région dont je vais parler fait environ entre 20 et 40 km², devait être peuplée de quelques milliers de personnes. Donc les gens se rencontraient évidemment, se voyaient très souvent dans des points de focalisation, au bord des cours d'eau par exemple, dans les endroits où les habitats se densifiaient. Mais parcourir ces terrains et parcourir ces espaces, c'était avant tout parcourir des espaces qui étaient marqués par la présence de l'homme, puisque ce sont des agriculteurs et des éleveurs, mais qui étaient également marqués par une nature sauvage extrêmement présente. Donc voilà, donc pour opposer ce paysage, on va se rendre sur les Grands Causses, qui n'ont pas gardé leur aspect du néolithique, mais qui ont gardé un aspect relativement préservé, qui nous fait penser à ce que pouvaient être les territoires préhistoriques. Alors, front pionnier et migration. Alors, une introduction tout d'abord. Alors, tu as très bien présenté les objectifs de ce séminaire. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais hésité à associer Duby au nom de Brodel, parce que c'est un historien qui a publié en particulier un ouvrage extraordinaire qui, en plusieurs volumes, s'appelle L'histoire de la France rurale, dans lequel Gérard Bayou avait fait une des plus belles synthèses sur le néolithique de la France, dont une partie est encore très actuelle. Puisque finalement, parler du néolithique, c'est parler d'un territoire colonisé par des fermiers et des agriculteurs, et donc d'un territoire rural qui, comme je le disais, a encore gardé une grande partie de son état primaire, primitif, originel depuis le début de l'Holocène. Alors, je vais passer. Voilà. Alors, tout d'abord, pour positionner la notion de frontière, elle n'est pas nouvelle. Et la notion de dépassement de frontières n'est pas nouvelle non plus, puisqu'en fait, elle est à la racine, à l'origine des discussions même sur la préhistoire ancienne et récente. Donc, à partir de raisonnements très anciens faits par Malthus sur l'adéquation entre les ressources et le peuplement, qui ont servi bien sûr aux premiers zoologues et aventuriers ou explorateurs qui ont parlé de l'évolution des sciences, de l'évolution des espèces, notamment Darwin et Wallace, dont vous avez une représentation. Alors j'essaie de les représenter jeunes, et pas vieux, barbus et croulants, comme on les représente d'habitude sur les photos, puisque ce sont des gens jeunes qui ont émis des hypothèses révolutionnaires. Et alors que quand ils sont devenus barbus et croulants, ils ont commencé à être particulièrement réactionnaires. C'était le cas en particulier de Gabriel Mortillet, grand socialiste, défenseur de la condition ouvrière, et qui a été un des premiers à émettre la notion de révolution néolithique, dont on discutait beaucoup dans la revue anthropologique de Paris à l'époque, et qui a été reprise plus tard par les chercheurs britanniques. Donc, cette première période, en fait, est arrivée à formaliser les frontières
comme un déplacement, à travers un déplacement de populations originaires du Proche-Orient, qui ont généré à travers l'Orient, à travers l'Asie, à travers différentes parties du continent eurasien, les premières sociétés agricoles. Et ce déplacement de population est particulièrement lié à la notion de frontière, puisqu'il s'agit en fait d'un dépassement plus que d'un déplacement. Alors plusieurs théories et plusieurs thèses ont été émises à propos de cette néolithisation, en impliquant la migration progressive, lente, rapide, accélérée, freinée des sociétés agricoles tout au long de leur parcours, et pour aboutir finalement, si vous me permettez l'expression, au trou du cul du monde, qui est la France, puisque au-delà de la France, on ne peut aller nulle part, sinon prendre la mer pour se rendre beaucoup plus tard avec les Vikings et d'autres personnalités dans les Amériques. Vous voyez ici le déplacement justement de ces sociétés agricoles qui viennent se bloquer dans l'ouest de la France, donc face à l'océan, et qui vont redescendre un peu plus tard, ou tout au moins vers la même période, en longeant les côtes de l'Espagne pour atteindre le Maroc, où j'ai également fait des fouilles et où on a retrouvé des sites du néolithique ancien, assez très anciens même, qui montrent que ce déplacement s'est bien opéré tout le long des rivages de la Méditerranée et à l'intérieur des terres. Donc cette idée de l'évolution des sociétés, qui passe par le changement culturel, a été essentiellement émise à partir du primat de l'économie. Le primat de l'économie, c'est-à-dire c'est l'agriculture et l'élevage qui créent le changement. Et donc cette façon de voir le changement par la transgression des frontières à travers la puissance finalement de l'économie, c'est quelque chose qui a toujours marqué la recherche archéologique et qui la marque encore. Alors évidemment, dans les années 70 et jusque pratiquement à la fin des années 90, les archéologues qui ont travaillé en France ont surtout concentré leurs efforts sur les études régionales. Alors c'était dû à deux causes principales. Tout d'abord, la multiplication de découvertes de sites grâce au développement des sciences archéologiques, et ensuite par un désir de comprendre l'articulation entre les sites au sein de territoires cohérents. Donc ce resserrement des problématiques a été la grande aventure à laquelle les gens de ma génération ont participé entre les années 70 et 2000, en gros, fin des années 90, qui avait pour but essentiel de préciser à travers la culture matérielle la nature des cultures archéologiques, à déterminer des frontières entre des aires culturelles où apparaissaient des éléments de la culture matérielle identiques, tout en accordant une attention soutenue au transfert de ces documents qui étaient particuliers à telle ou telle région dans une autre région pour travailler sur les conditions du transfert, de l'échange et de la mobilité. Alors évidemment, ça a donné lieu à des monographies, à des études particulièrement intéressantes dans lesquelles la céramique a pris une place particulièrement importante, puisque cette céramique servait en quelque sorte de marqueur, c'est le terme qui était employé au XIXe siècle et qui a survécu, de marqueur culturel pour dresser les limites des aires culturelles qui étaient contiguës entre chaque région. Alors, vous voyez par exemple ici à gauche un travail qui a été fait c'est assez ancien maintenant, qui date des années 80, sur 90, sur deux cultures archéologiques, la culture de Fontbouis et la culture de Veraza, qui se rencontrent au niveau de la vallée de l'Hérault. Et donc, on va retrouver des dépassements surtout forts d'est en ouest par les cultures de Fontbouis, dépassement du fleuve qui servira de frontière administrative plus tard au peuple proto-historique et qui compte encore aujourd'hui pour séparer d'un point de vue géographique le Languedoc occidental sur la gauche du petit schéma, du Languedoc oriental sur la droite du petit schéma, Languedoc oriental qui est la région d'études qui concerne cette enquête. Alors sur la droite, c'est les périodes plus récentes du bronze ancien, avec non plus la céramique qui sert de détecteur de ces frontières, mais des objets métalliques, les haches de type Rousson et les épingles et les poignards à manche massif, qui permettent dans le massif central de distinguer les influences septentrionales des influences orientales alpines.
Alors, évidemment, à l'heure actuelle, dans les années 2000 et 2020, on est revenu à un élargissement des problématiques en ne ménageant pas les archéologues de la génération antérieure et en mettant en cause, en quelque sorte, cet intérêt focalisé sur les régions pour revenir à des dimensions plus brodéliennes, c'est-à-dire celle du temps long, la diachronie, et celle de l'étendue, celle du continent. Alors on voit ici des exemples, un exemple classique, et j'aurais pu en trouver des centaines, pour le déplacement des différents marqueurs génétiques qui auraient la vertu de nous exprimer le déplacement des populations le long des continents. Je rappelle, parce que j'en parlerai tout à l'heure, que pour un généticien digne de ce nom, un marqueur génétique ne fait pas un peuple. Alors c'est donc entre ces deux volets, entre régionalisme et vision générale, que se place aujourd'hui, à mon avis, toute étude, toute recherche qui porte sur un groupe culturel particulier. Et évidemment, ce groupe culturel, il vit dans un environnement, dans un milieu qui lui est propre. Et je pense qu'en prélude, avant d'évoquer le groupe des Treilles, dont il sera question tout à l'heure, et les groupes de Ferrières et de Fontbouise, dont il sera également question, qu'il est bon de présenter un petit peu le paysage, les composantes du paysage. Alors, avant de présenter les composantes du paysage de manière un petit peu détaillée, je vais parler de la composante géographique pour situer mon propos. Alors, vous voyez qu'on est en gros dans le sud-ouest de la France, ce qu'on appelle le Midi, mais la partie orientale, qui correspond à la vallée du Rhône et à la Côte d'Azur, à la région PACA, comme on l'appelle, est aujourd'hui l'étude est aujourd'hui limitée à une partie restreinte de cette région. En particulier la partie de contact entre les garrigues de l'Hérault, ce qu'on appelle les petits causses de l'Hérault, qui sont des collines calcaires, ici représentées en vert, de faible altitude, c'est plutôt des paysages de coteaux et de garrigues sèches en ce qui concerne la végétation, essentiellement un substrat calcaire, avec quelques pointements de faible hauteur autour de 700 mètres, notamment le pic Saint-Loup, le pic Vizou et d'autres montagnes. Donc un territoire relativement facile à pénétrer, avec juste des bassins sédimentaires propices aux cultures des céréales. Un peu plus haut, en montant vers le nord-ouest, on va traverser, ici figuré en rose sur le croquis, sur la carte, des zones de hauts plateaux calcaires, dont l'altitude voisine entre 4 et 800 mètres à peu près, c'est les moyennes, qui se déroulent en formant un arc qui va du sud-est jusqu'au nord-ouest, c'est ici en rose et en grisé, et qui sont des plateaux donc de substrat calcaire, qui sont comme les garrigues extrêmement modelés, c'est des karstes, avec beaucoup de grottes, d'avennes, et des gorges extrêmement profondes. Alors ces plateaux sont divisés, soit par des caractères géologiques marquants du paysage, soit par des gorges et des canyons, et ils ont reçu des noms particuliers, notamment le Causse du Larzac, qui est très connu, puisqu'il y a beaucoup d'événements ont centré l'attention sur cette région, le Causse Noir, le Causse Méjean plus au nord, le Causse de Sauveterre, et en allant vers l'ouest, le Causse Comtal. Et à la périphérie du Causse de Larzac, ce qu'on appelle les précausses, qui sont des zones très fertiles, notamment des terres à blé, avec l'Escandorgue, qui est une région un petit peu plus, qui est plus volcanique, et les précausses de Saint-Afrique. Et donc, vous voyez que c'est dans cet ensemble, qui est assez distant, que vont se placer les principales discussions dont il va être question tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, les grands causses, ce sont des plateaux. Donc, alors, il ne faut pas imaginer des espaces totalement aplanis. Il y a des pointements rocheux, évidemment, notamment les roches dolomitiques, qui sont très, très sculptées par l'érosion. Vous en voyez au premier plan avec le Causse du Larzac. Mais ce sont des espaces, finalement, qu'on aurait tendance à croire peu habitables, dans la mesure où on est en altitude, que les hivers sont très rigoureux, que le vent y circule avec beaucoup de puissance, puisque vous voyez qu'ils sont très déboisés,
à part des espaces qui ont été reboisés au XIXe siècle. Là, sur le causse de Sauveterre, à l'horizon, vous voyez une forêt de résineux, hein, qui est la conséquence d'un reboisement récent. Mais ce paysage n'est pas du tout celui qui devait exister au néolithique. Je ne me suis pas étendu dans cette présentation sur les caractères paléo-environnementaux, mais il faut souligner la présence attestée, notamment dans des zones de très haute altitude, de forêts de hêtraies et dans les combes et les vallons, de forêts de chênes qui ont été identifiées par les études anthracologiques. Donc un paysage différent de l'actuel. Et donc ce paysage tel qu'on le voit aujourd'hui a pu fausser un petit peu l'idée qu'on se fait de la préhistoire, où on a rapidement imaginé, j'y viendrai tout à l'heure, un paysage qui est depuis de tout temps parcouru par d'immenses troupeaux de moutons et un paysage déboisé par des incendies favorisés par les bergers, évidemment, pour entretenir les terrains de pâture. Alors, vous voyez sur le causse de Sauveterre, en second plan, une étendue jaune derrière les quelques résineux qui dépassent. C'est un champ de blé, hein, qui était établi dans les bassins sédimentaires qui parsèment ces lieux. Sur la droite, un dolmen construit en dalle calcaire. Il y a probablement entre 800 et 1000 dolmens dans les régions caussenardes. C'est une des régions les plus riches d'Europe en construction dolménique. Donc, qui montre pas forcément une population dense, mais au moins des travaux d'intérêt collectif ou des travaux collectifs qui ont été menés avec une certaine ampleur par les populations de l'époque. Alors évidemment, il y a les grands causses, on en a vu ici, puis il y a des petits causses, comme ici la Chame, alors que je vous ai localisé hein, sur la carte, la Chame des Bondons, qui est proche du Mont Lozère, qui est un champ de menhirs. On compte plus de 150 menhirs autour de deux grandes collines qui dépassent du causse très aplani, en forme de pyramide. C'est un endroit un petit peu magique et on en avait parlé à l'occasion des séminaires précédents sur une enquête qui est menée par une collègue qui travaille sur les druides. Hein, et donc, elle nous expliquait les rassemblements druidiques qui ont lieu dans ces régions pour des cérémonies destinées à honorer les dieux, les esprits. Enfin, là, je schématise parce que les choses étaient beaucoup plus complexes. Le petit causse de Blandas, qui est également très riche en mégalithes, vous voyez, qui est légèrement plus boisé, mais avec des boisements naturels ici. Hein. On a des feuillus qui sont les boisements naturels du causse. Ce n'est pas des replantations, contrairement à ce qu'on voit à l'horizon au fond avec ces implantations ici de forêts qui ont été replantées au XIXe siècle. Et à l'horizon, les crêtes des Cévennes et du Mont Lozère, d'où ce causse se détache. Alors évidemment, les gorges profondes, vous avez ici les gorges de la Vis, les gorges du Tarn, les gorges du Tarn à gauche et les gorges de la Vis. Les gorges du Tarn qui sont un paradis de randonneurs, mais qui ont aussi la particularité, comme les gorges, toutes les gorges qui traversent les causses, de livrer dans les falaises de nombreuses grottes sépulcrales. Hein, vous avez un exemple ici à gauche d'une grotte sépulcrale avec évidemment des squelettes qui sont relativement bien conservés et des objets archéologiques également bien conservés, mais qui génèrent des conditions de fouille particulièrement difficiles. Pour avoir beaucoup fouillé en grotte, je peux certifier que c'est parmi les fouilles les plus compliquées qu'il est possible de faire. Donc évidemment, avec de telles falaises et de telles gorges, vous imaginez, ne serait-ce qu'en regardant sur la photo de droite par exemple, les falaises du causse de Blandas qui sont à l'horizon, le nombre énorme de cavités qui ont pu être utilisées par les gens du néolithique. Et il est vrai que les grottes sépulcrales sont extrêmement nombreuses, mais malheureusement pillées de longue date pour la plupart. Alors évidemment, en contrefort, en quelque sorte, en contrebas de ces grands causses que vous voyez en bleu sur la carte à gauche, vous avez les Cévennes, qui sont des roches de formation primaire, hein, ce sont des schistes, des granites sur les parties hautes, des grès. Vous voyez une image ici des Cévennes qui sont formées de vallées très encaissées en fait, au contact des plateaux ou avec des sommets qui culminent à des altitudes maximum autour de 1700, hein, 1650 mètres, 1660, ça dépend des mesures, pour les Gouales et le Mont Lozère. Ces altitudes maximum. Donc c'est des zones de moyenne montagne qui sont
plutôt plus facile à pénétrer par les crêtes que par les fonds de vallée, qui à l'époque devaient être au contact des rivières en veille de forêt relativement denses, et qui n'ont pas livré beaucoup de traces d'occupation, notamment parce que il y a très peu de cavités dans les roches primaires. Ces cavités sont essentiellement des roches secondaires, dans les calcaires, éventuellement dans quelques barres schisteuses. Et sur le pendant en fait sudiste de ces Cévennes, au contact des piémonts des Cévennes, on a les garrigues qui se développent dans cet étage collinaire. Alors, je vous ai donné une photo ici de 2 régions dont il va être question, les petits causses de l'Hérault qui sont au sud et les garrigues du Gard qui sont un peu plus au nord. Les petits causses de l'Hérault étant une région relativement fermée avec des bassins sédimentaires de faible ampleur qui sont actuellement occupés par la vigne, comme vous voyez sur la photo, qui ont livré également de nombreux dolmens et beaucoup de mégalithes, type menhir, alignement, dolmens à couloir en particulier. Et puis les garrigues du Gard, qui sont beaucoup plus ouvertes en direction notamment de la vallée du Rhône, et dont vous voyez ici une photo, avec également des dolmens, mais en plus petit nombre, moins de mégalithes, et des roches également calcaires dans les 2 domaines. Alors, de ces composantes naturelles, on peut passer aux composantes culturelles. Alors, on les voit ici représentées sur une carte, entrecroisées, plus ou moins, avec les cultures de Ferrières et de Fontbouisse qui ont un grand étalement vers le nord, puisqu'elles longent la vallée du Rhône jusqu'en Ardèche et à hauteur de Montélimar, et peut-être même au-delà, avec des différentes particularités régionales sur lesquelles je n'insisterai pas dans le cadre de cette présentation. Alors les Cévennes, évidemment, en font partie, mais en sachant que l'essentiel des sites qui sont connus dans les Cévennes ont surtout été identifiés sur les piémonts cévenols. Alors un point sur les Cévennes aussi, qui va nous intéresser, c'est une ressource importante avec la montagne noire que vous voyez ici, sur la gauche de la diapositive. La montagne noire et les Cévennes sont des zones très importantes pour l'exploitation du minerai de cuivre. Il y a des ressources en cuivre, en étain et en plomb, mais notamment en cuivre très importantes, en montagne noire également, et des ressources peut-être en roche qui ont servi également aux parures, je pense au jaillet, qui est une variété de lignite. Et puis dans les grands causses, ici, en achuré et limité en rouge, on a ce qu'on appelle le groupe des treilles, que j'ai joint à une autre culture qui est située au sud de la zone d'extension, qui s'appelle la culture de Saint-Pons, et qui présente beaucoup de similarités avec le groupe des treilles. Et puis à la marge, dans le quart sud-est de la diapositive, la culture de Veraza, qui marque une frontière avec la culture Ferrières-Fontbouisse au niveau de la vallée de l'Hérault, qui est ici. Voilà. Vallée de l'Hérault, qui joue un rôle important parce que c'est aussi une des pénétrantes principales vers le Causse Méjean, qui fait partie des Grands Causses, et également à partir de la Trouée de l'Odève, vers le sud du Causse du Larzac. Voilà. Deux passages ici qui sont très importants. Et le fleuve Hérault, qui n'est pas un fleuve important, sert pourtant de frontière beaucoup plus solide, puisqu'elle va se maintenir au cours du temps, que le Rhône, qui par contre est largement franchi, notamment par la culture de Fontbouisse. Vous voyez, c'est une particularité régionale qui est intéressante. D'ailleurs, la plupart des faciès ou des groupes qui sont distingués au sein de ces cultures sont souvent, alors est-ce que c'est un fait des archéologues inconscients ou est-ce que c'est la réalité? Personnellement, je pense que c'est la réalité. Sont souvent limités par des cours d'eau, parfois pas très importants, comme ici le Lèze ou le Vistre, ou encore le Vistre qui est ici, ou encore le Gardon, qui prend sa source qui prennent leur source dans les Cévennes. Voilà, bon, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais juste pour signaler que les fleuves ont une importance dans la division des territoires. Alors, la particularité aussi du sud de la région d'études, c'est-à-dire la région Ferrières-Fontbouisse, c'est d'avoir été la première à livrer une chronologie
une diachronie en fait, une chronologie divisée hein, dans le temps, donc une diachronie sur environ un millénaire et demi, marquée par des évolutions sensibles de la culture matérielle, notamment la céramique. Alors vous voyez ici des exemples d'assemblage de céramique qui varient en fonction de leur forme et de leur décor au cours du temps et qui permettent d'identifier les différentes sous-périodes qui caractérisent le néolithique final en Languedoc oriental et aussi en partie par des phénomènes de transfert dans les régions voisines. Alors évidemment, ces sous-divisions sont discutées parce que les précisions des datations C14 ne permettent pas toujours d'avoir une frontière chronologique exacte. Hein. On varie de 50 ans à un siècle hein, selon les périodes. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la division culturelle à travers la céramique, notamment, il n'y a pas que la céramique, il y a également l'industrie lithique, est relativement fine. C'est-à-dire qu'on a des écarts, on a des distances, si vous voulez, des durées propres à chacun de ces faciès chronologiques de l'ordre de 2 à 3 siècles. Ce qui est exactement la même fourchette qu'on a avec les datations C14 calibrées. Donc en fait, depuis très longtemps, la sériation céramique est venue à l'aide des archéologues, même sans datation calibrée, pour arriver à situer dans le temps les différents sites archéologiques. Donc on va regarder la céramique, on va dire, ben voilà, on est plutôt dans le Ferrière, on est plutôt dans le Fontbouis. Alors évidemment, ces noms ne recouvrent pas des cultures homogènes, c'est uniquement méthodologique, mais ça recouvre en fait des phases culturelles qui nous permettent d'identifier les sites et de construire le système de relations, le système symbolique de relations qu'il y a entre ces différentes occupations. Alors comme disait très justement Pierre Leroux tout à l'heure, le problème des archéologues, notamment dans le midi de la France, alors, ce que je connais mieux que l'Est ou le Nord, c'est cette manie de changer sans arrêt les repères sémantiques et de passer d'une définition à l'autre. Alors, à mon avis, c'est un problème de pouvoir. C'est souvent ces changements de nom n'impliquent pas un changement de compréhension des cultures archéologiques, mais donnent une importance finalement à une hypothèse et permettent à certaines personnes de valoriser leur travail. Donc, je pense que c'est plutôt lié à ça. Enfin, c'est une opinion personnelle. Donc, pour ma part, j'ai gardé les définitions des années 80, néolithique récent, ferrière, épiferrière et fontbouis pour les cultures. Et depuis un colloque qui a eu lieu en 94, on a nommé ces différentes phases, néolithique 1, néolithique 2, néolithique 3, avec des sous-divisions. Voilà, c'est juste pour préciser le vocabulaire qui est utilisé par la suite. Alors évidemment, on voit que pour ce qui est de la céramique, en mauve et en orange sur le croquis, on a une évolution des types morphologiques et des formules décoratives de façon globale, mais c'est pas ça qui nous indique l'appartenance culturelle, ce sont plutôt des détails sur les décors et les formes, et surtout l'assemblage de plusieurs types de vases et de plusieurs motifs décoratifs ensemble. On voit aussi, alors j'ai mis sur le croquis le fait que l'industrie lamellaire, qui est éditée du Chasséen, c'est-à-dire la période qui est antérieure au néolithique final, la culture qui est antérieure au néolithique final, qui correspond à la période du néolithique moyen, continue à être utilisée en diminuant par les populations du néolithique final, et on voit surtout l'apparition de la métallurgie du cuivre qui va se développer de manière importante vers la fin de la période, hein, vers 2300-2150, mais qui apparaît assez tôt, notamment pendant une phase qu'on appelle épiferrière sur le croquis. J'ai mis quelques dates C14 sur la gauche qui permettent de corréler les faciès culturels avec les datations chronologiques, les mesures C14. Alors, ce fameux groupe des treilles, sur lesquels je vais insister maintenant, il a évidemment connu aussi une histoire. Je ne vais pas faire son historiographie, elle est longue, mais simplement pour marquer quelques étapes de l'évolution de sa connaissance, qui commence au XIXe siècle, dans les années 1860, avec le travail d'un médecin qui s'appelle Barthélemy Prunière, qui va s'intéresser aux grottes et aux sépultures mégalithiques, notamment parce qu'elles livrent des crânes trépanés en grand nombre et des os qui sont touchés par des flèches. Ainsi, il remarque aussi sur les crânes des traces de coups. Donc, il va s'intéresser à ce phénomène qui va avoir beaucoup de succès. On a recensé plus de 200 points de preuves de trépanation sur les grands causes. Alors, ces trépanations se présentent de deux types.
soit elles ont cicatrisé, soit elles n'ont pas cicatrisé. Celle-ci, par exemple, à mon avis, est cicatrisée. Donc ça veut dire que l'individu a survécu d'une rondelle d'os qui a été retirée de son crâne délicatement, par frottage ou par rainurage avec une pièce de silex. Je vous laisse penser le résultat sur la personne. Donc ces trépanations sont très courantes et parfois importantes, et donc ça a attiré l'attention. Plus tard, des fouilles, notamment celles de les fouilles remarquables de Paul Casali de Fondouce, ont permis de faire il n'est pas le seul, ont permis de faire un inventaire culturaliste de ce groupe d'étreilles, en associant à ces trépanations une industrie et un outillage, ainsi que des parures caractéristiques. Plus tard, les travaux de Charles Morel, notamment sur les tumulus proto-historiques de Lozère, du Causse Méjean, du Causse de Sauveterre, pardon, à Lozère, ont permis de découvrir des sépultures sous tertre de l'âge du cuivre, avec des dépôts de poignards, en particulier la sépulture du Fraisinel à Saint-Beauzély, qui a livré une dizaine de poignards en cuivre, et, chose tout à fait extraordinaire, une mèche de cheveux en partie carbonisée d'un des occupants, enfin d'un des défunts. Alors ces trépanations, là, vous voyez un exemple de trépanation. En général, on ne trépane pas sur le milieu du crâne, parce que sinon on déclenche une hémorragie, et si on veut que la personne survive, on a intérêt à le faire délicatement de part et d'autre des principales veines et artères du cerveau. À partir de ces études de Barthélemy Prunière sur les différentes trépanations, sur différentes grottes et dolmens qu'il a fouillées où il a trouvé des trépanations, il fait une théorie que j'appelle le scénario zéro, parce qu'il n'est pas retenu. Il me semble qu'il ne devrait pas être retenu en tout cas. Il oppose deux races. On parle de race à l'époque. Le terme aujourd'hui est devenu indu, mais à l'époque, on parle de race, comme on parle encore de race dans les pays anglo-saxons, en définissant les humains. Et deux races s'opposent. L'une primitive, d'après lui, qui vit dans les grottes. Alors, ce sont pratiquement des êtres préhistoriques qui sont plus proches de l'animal que de l'humain. Et une autre plus évoluée, qui construit des dolmens pour inhumer ses morts. Alors c'est assez amusant parce qu'il compare, si vous voulez, ces populations très frustes aux populations causenardes actuelles, en disant que ça m'a beaucoup surpris, en prenant comme argument que les Grands Causses sont une des régions de France où il y a plus de procès entre les gens. Donc les gens ne s'entendent pas ensemble, donc déjà ils ne s'entendaient pas ensemble à la préhistoire. Vous voyez, cette manie de projeter le présent pour comprendre le passé peut conduire à des raisonnements complètement insensés, mais qui passaient très bien à l'époque. Et donc les deux races s'affrontent. C'est pour ça qu'on a des trépanations, parce que les gens sont blessés par des coups de massue, et c'est pour ça qu'on a des os avec des traces de coups, et notamment des flèches qui sont encore plantées dans les ossements. Et évidemment, c'est une thèse qui va avoir un grand succès, comme toutes les thèses guerrières. Ça fait parler, ça intéresse les journalistes, ça fait parler les gens. Si on vous dit qu'une population est pacifique et que les gens s'entendaient très bien, ça intéresse personne. Par contre, si on dit qu'ils se sont affrontés, qu'ils ont fait la guerre, tout d'un coup, les pupilles s'éclairent et l'intérêt est soutenu. Donc, évidemment, on va beaucoup parler de cette théorie, et jusque dans les années 60, elle va être défendue. Alors, par certaines personnes, jusqu'à ce que dans les années 50, des spécialistes de l'anatomie humaine montrent qu'en fait, il n'y avait pas deux races, contrairement à ce qu'on pensait d'après l'étude des crânes, mais qu'il y avait bien des Homo sapiens qui appartenaient à la même espèce, et que les uns ne vivaient pas dans les grottes et les autres ne vivaient pas dans les dolmens. Et n'enterraient pas, que ceux qui vivaient dans les grottes enterraient leurs morts dans les dolmens, et qu'il n'y avait pas deux populations différentes. Voilà. Donc, plus tard, de l'après-guerre jusque dans les années 80, on va passer de ces hypothèses évidemment un petit peu fantaisistes à des hypothèses plus intéressantes sur l'occupation des Grands Causses, faites par des chercheurs régionaux qui appartiennent aux associations locales d'archéologie et qui font un travail remarquable, et quelques archéologues institutionnels qui sont rattachés à l'époque aux services régionaux de l'archéologie. Alors c'est le cas en particulier de Jean Balzan, André Soutou et Jean Maury, qui sont surtout des spéléologues pour la plupart à l'origine, et qui vont explorer des cavités, qui vont retrouver des grottes tout à fait intéressantes où sont inhumés des morts avec des traces d'habitat,
et ils vont également fouiller les nombreux dolmens et tertres qui parsèment l'Écosse. Dans les années 1960, il y a Jean Arnal, qui est un chercheur, le grand chercheur du Midi de la France, un médecin, qui va définir la céramique qu'on a trouvée dans la grotte d'Étreilles en particulier, mais dans d'autres grottes de l'Aveyron. Alors l'Aveyron, c'est la région principale qui couvre le Causse du Larzac, c'est le département qui couvre le Causse du Larzac, et qui va la qualifier de céramique de style treille. Alors il faut savoir que Jean Arnal a été le premier en France à introduire la céramique dans les années 50 comme marqueur culturel distinctif. C'était un pionnier, inspiré par les recherches qui étaient faites en Italie à la même époque, alors que précédemment, on cherchait à isoler les groupes culturels d'après l'outillage en silex, et qui n'était pas très pertinent, et donc on n'y arrivait pas. Et grâce à l'intervention de Jean Arnal, on a pu classer les cultures archéologiques. Alors, cette perception culturaliste, évidemment, est très importante et très prégnante dans le sud de la France, puisqu'elle est relativement ancienne, et toujours utilisée aujourd'hui, bien sûr, par les archéologues. Et à partir des recherches de Jean Arnal et de ses propres recherches, notamment de ses recherches en grotte, Georges Constantini, dans les années 1960, va identifier le groupe d'Étreilles, donc qui était le fameux chalcolithique et néolithique des premiers explorateurs, des premiers archéologues, et ce groupe d'Étreilles qui va être caractérisé par un certain nombre d'objets dont je vais parler tout à l'heure. Alors Georges Constantini va travailler sur le Causse du Larzac, et c'est un archéologue amateur très avisé et qui a fait des fouilles vraiment intéressantes. Et Gilbert Fage, j'ai oublié le L, c'est pas Gilbert, c'est Gilbert. Gilbert Fage, qui lui est rattaché au service régional de l'archéologie et qui va faire un travail extraordinaire, en particulier sur le Causse Méjean, d'études, de sauvetage et de restauration des sites néolithiques et de l'âge du fer. Alors évidemment, les principales références qui vont avoir lieu à l'époque sont issues des grottes qui ont servi à la fois d'ossuaire et à la fois d'habitat. C'est souvent les deux cas dans les mêmes cavités. Alors évidemment, la plupart de ces cavités sont fouillées de manière relativement expéditive, notamment la grotte d'Étreilles qui va donner son nom à la culture d'Étreilles, mais qui était la première finalement à livrer un ensemble cohérent, mais qui a malheureusement subi de nombreuses fouilles expéditives et des pillages depuis très longtemps. C'est surtout la grotte de Sargel qui va servir de référentiel, qui est la grande fouille de Georges Constantini, et qui va donner une stratigraphie très très puissante, avec une dizaine de niveaux archéologiques qui va servir à établir le référentiel chronologique, diachronique du néolithique, allant du Chasséen jusqu'à l'âge du bronze. Alors voici un exemple d'une planche qui n'est pas très éloignée de celle de Casalis de Fontdouze qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on y ajoute la céramique. Et donc vous voyez une céramique décorée de cordons lisses, très simple dans ses formes, parfois légèrement sinueuses. Alors le fond plat ombiliqué qu'on a en haut est très rare, on n'a retrouvé qu'un ou deux objets, il figure à titre d'illustration, mais n'est pas vraiment caractéristique. On trouvera également des décors gravés, dessinant des triangles et des quadrillages qui sont positionnés sur les vases, qui ne sont pas sur cette planche qui est relativement ancienne. Je l'ai montré parce que c'est pratiquement la première qui précise les caractéristiques matérielles de la culture d'Étreilles de manière quasiment officielle. Et ces décors gravés vont être assez caractéristiques aussi de la culture d'Étreilles. Alors à partir de ces recherches des années dans les années 80, 70-80, un premier scénario va être formulé, que j'ai appelé le pasteur d'Étreilles, qui explique que l'habitat est exclusivement en grotte. Il n'y a pas d'habitat de surface, alors qu'on connaît à l'époque des villages, notamment dans la culture de Fontbouisse, avec des maisons en pierre. Les habitats sont des bergers qui vivent dans les vallées, abrités des rigueurs de l'hiver. Donc on va avoir un déplacement des populations depuis les vallées proches ou les gorges qui parsèment les causses, qui coupent les causses, qui traversent les causses. Ils vont s'y réfugier durant l'hiver pour bénéficier de conditions plus agréables et vont monter avec leurs troupeaux sur les hauts plateaux pour les faire paître, habitant soit dans des campements de fortune, probablement également dans les grottes,
et redescendant dès les premières neiges avec leurs troupeaux ou avant les premières neiges pour gagner les vallées. Alors le mode de vie pastoral généralisé sur toutes les formations tabulaires. Donc ce scénario en fait récupère une vision pastorale telle qu'elle est actuelle sur les Grands Causses, avec ces grands espaces dénudés qui sont parcourus de troupeaux de moutons importants, parce qu'il faut savoir que c'est par milliers de bêtes que les animaux sont élevés, que les troupeaux sont constitués à partir de la fin du XVIIIe siècle sur les Grands Causses. Et donc, évidemment, ces grands espaces étendus vont être entretenus. On va déboiser pour maintenir des pelouses rases qui vont permettre à ces troupeaux de se nourrir. Alors, ces pelouses rases sur les terrains calcaires sont pas très nourrissantes, en fait. Donc, ça exige une très grande surface pour pouvoir nourrir un très grand nombre d'animaux, ce qui explique la nécessité de brûlis saisonniers pour maintenir les prairies. Malheureusement, j'oserais dire, dans les années 1992, 93, 94, grâce au passage, là je mets un guillemet, de l'autoroute A75, l'AFAN à l'époque a pu faire plusieurs fouilles sur différentes époques, sur différents sites évidemment, et sur au moins 4 sites importants du néolithique final, qui étaient des habitats de plein air. Alors voici par exemple l'exemple du site du Jas del Bio que j'ai fouillé dans les années 93-94 et qui a livré un habitat néolithique final, du tout début du néolithique final, avec des plateformes aménagées dans un petit ressaut, dans une petite terrasse étroite, en gouttière, dominant le cours du Tarn. On a évidemment trouvé énormément des terrasses aménagées, des bâtiments, enfin des choses tout à fait intéressantes. Et l'habitat est implanté au-dessus d'une grotte sépulcrale, dont vous avez l'ouverture sur la droite ici, et dont le réseau parcourt le sous-sol, et qui a été également aménagé avec des terrasses, et dans lesquelles on a trouvé des sépultures associées à des objets en cuivre qui sont plus récents que l'habitat lui-même. Mais il est probable que la grotte a été occupée au même moment que l'habitat. Peut-être également pour des sépultures. Malheureusement, le site était connu. Alors ça, c'était totalement inconnu. C'était recouvert par des éboulis qui provenaient d'un habitat de l'âge du fer, d'un oppidum qui est construit au-dessus, l'oppidum de Péchaud. Et donc, non, pas Péchaud, excusez-moi, je me trompe de nom, Péchaud, c'est pas ici. Donc l'oppidum qui a été détruit et les éboulis avaient entièrement recouvert les vestiges néolithiques. En revanche, la grotte qui était connue, elle avait été fréquentée et pillée par des chercheurs d'objets archéologiques. Donc on peut pas être tout à fait sûr de sa fréquentation au tout début du néolithique final. Alors évidemment, ça c'est ce qui se passe sur les Grands Causses, et maintenant on va voir ce qu'il se passe dans la région des Petits Causses de l'Hérault, c'est-à-dire dans les régions qui sont occupées par le groupe de Ferrières et le groupe de Fontbouisse. Alors Ferrières et Fontbouisse, c'est deux appellations qui ont été données dans les années 1950 par Jean Arnal et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Alors la tendance est de les retirer parce que il y a beaucoup de gens qui croient que donner un nom de site à des cultures archéologiques, c'est donner un nom à un peuple. Les archéologues qui avaient défini ces cultures archéologiques ne l'avaient pas fait pour définir des peuples. Quoique plus tard, évidemment, ça s'est fait couramment. On dit les Ferrières, les Fontbouisse, comme on dit les Chasséens, comme on dit les Campaniformes, comme on dit les Cardio, etc. Donc c'est une déformation un peu de langage. Or, il est bien certain que ces dénominations sont données pour des équipements techniques et pas pour des populations particulières, mais pour des équipements techniques qui peuvent être utilisés par des populations qui devaient se sentir appartenir à un écoumène commun, mais qui peut-être pensaient ne pas appartenir tout à fait au même peuple. Donc ça, c'est une parenthèse sur une problématique actuelle. Alors, en fait, dans les années 1960, Jean Arnal, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la région de Montpellier, au nord de la région de Montpellier, dans les garrigues du Pic Saint-Loup,
va découvrir une petite grotte de faible amplitude dans un diaclase creusé dans les karstes de la région. Et son exploration va donner un mobilier tout à fait intéressant qui se rapporte pour une grande partie au groupe des Treilles. Donc on est à 100-150 km de l'épicentre du groupe des Treilles au sud, et à l'intérieur de ces grottes, il va également retrouver plusieurs crânes trépanés. Donc vous avez ici l'illustration. Alors vous avez l'illustration à la fois de ces poignards en silex qui sont typiques des grands causes avec leur échancrure. Ici un poignard en silex qui est plus caractéristique des groupes languedociens, et des pointes de flèche à aileron court et denticulés qui sont réalisés dans un matériau qui n'est pas le silex mais qui est le chaille ou la chaille, qui provient essentiellement des Cévennes ou des Grands Causses. On n'en trouve pas dans la région où est implantée la grotte. Et puis un ensemble de parures. Alors il n'y a pas de cuivre dans cette grotte, mais un ensemble de parures en roche verte alpine, en calcite et en os, qui sont assez caractéristiques aussi des cultures du midi de la France. Donc à partir de cette découverte, et d'autres découvertes d'ailleurs, qui sont faites dans la même région de mobilier appartenant au groupe des Treilles, Jornal va émettre une nouvelle hypothèse que j'appelle le scénario 2, qui est l'hypothèse de la guerre néolithique, c'est-à-dire en fait, pour schématiser, les fermiers, les paysans, les éleveurs plutôt des Grands Causses, descendent faire la guerre aux paysans des zones basses, des plaines languedociennes et des garrigues languedociennes, pour effectuer des razzias, tuer des gens et remonter, c'est pas dit textuellement dans les textes, mais on le comprend probablement, avec les femmes qu'ils ont capturées. Donc, évidemment, ils vont laisser derrière eux des traces de leurs méfaits, avec à la fois des pointes de flèches qu'on va retrouver dans les eaux, ou à côté des eaux, sur la grotte, une grotte au Matel, qui est pas très loin de la grotte de la Route, on a des vertèbres qui sont perforées par des flèches, et qui sont originaires des Grands Causses. Donc, évidemment, la période témoigne de conflits violents. Et là, une fois de plus, cette hypothèse de la guerre qui revient dans les discours va avoir un succès énorme. On va trouver ça dans beaucoup de revues scientifiques. La guerre au néolithique, jusque dans les années 70-80, va être, et encore aujourd'hui, est, vous le savez, un sujet de discussion tout à fait porteur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de guerre et de conflit. Au contraire, comme je le montre sur la photo, il y a eu des conflits. La personne qui a une pointe de couteau en cuivre dans sa colonne vertébrale n'a sûrement pas blessé en réparant son poignard. Donc, évidemment qu'il y a des conflits tout à fait, peut-être territoriaux, ça c'est moins sûr, des conflits tout à fait importants. Alors, parallèlement aux recherches de Jean Arnal, Jean Maury, qui est un autre archéologue amateur, qui travaille plutôt sur le mésolithique, fouille des cavités sur les Grands Causses, et dans ces cavités, va également découvrir des tessons de céramique qui proviennent des régions plus au sud, et qui sont des tessons de céramique ferrière. Alors, comme ces tessons de céramique ferrière, qui est une culture antérieure à la culture de Fontbouisse, les plus anciennes de quelques siècles, comme ces tessons sont en général dispersés dans les cavités, en petit nombre, il va émettre, lui, de son côté, une autre hypothèse, qui est l'hypothèse qui est un autre scénario, qui est le scénario 3A, l'autre je l'ai appelé 3A. Les porteurs de la céramique ferrière sont de simples voyageurs, des colporteurs et des prospecteurs qui occupent pendant un certain temps le sud du Larzac, où ils construisent des dolmens, car c'est eux les constructeurs de dolmens, d'un style caractéristique, notamment ce qu'on appelle dolmen à couloir. Donc vous voyez, on a deux hypothèses qui vont se succéder en quelque sorte. Une première hypothèse, on a d'abord une précolonisation en quelque sorte des Grands Causses par des gens du Sud, et ensuite on aurait la guerre avec la période suivante, ou à la même période d'ailleurs, c'est pas sûr, ça peut être la même période, et on aurait également une guerre avec la descente des Cossonards vers les régions plus méridionales pour y faire des razzias. Alors, toujours sur les Grands Causses, mais cette fois sur le Causse Méjean, Gilbert Fage, dont j'ai parlé tout à l'heure, va faire une découverte importante. Il va fouiller à l'intérieur d'une descente proche de l'ouverture d'un aven, une petite salle latérale, dans laquelle il va trouver un habitat organisé. C'est le seul habitat organisé, vraiment organisé, qu'on connaisse dans le midi de la France d'ailleurs, pour cette époque, avec un foyer, des fours à céréales. On va retrouver les restes de céréales grillées, brûlées à l'intérieur,
avec tout un ensemble de vases qui servent à récupérer l'eau d'égouttement autour de l'habitat. Également des trous de piquet où il suggère qu'il y avait une cabane construite à l'intérieur. Et ça, le site livre un important stock de céramique du groupe de Fontbouisse. On voit des vases ici décorés de cannelures, typiques de cette période, c'est-à-dire du Néolithique final 3, et typique de cette culture, la culture de Fontbouisse, avec une association de mobilier en bois de cervidé et en os très importante. Alors, comme il y a beaucoup de céramique également inornée, il suggère en fait qu'on a une espèce de mixité culturelle entre le groupe de Fontbouisse qui vient du sud et le groupe d'Étreilles qui est local. Et donc, à partir de cette mixité culturelle, il va à son tour proposer un scénario que j'appelle le scénario 3B, donc qui serait postérieur au scénario précédent, avec les premières colonisations des Grands Causses avec des gens venus du sud et des Cossenards descendants pour faire des razzias, donc une deuxième période dans laquelle les pasteurs, les éleveurs fontbuxiens qui ont leurs troupeaux de moutons sur les Grands Causses habitent effectivement dans les grottes, puisqu'il a trouvé un habitat en grotte, donc ils habitent dans les grottes. Et ils sont originaires des basses terres, ils vivent sous les porches de grottes aménagées, et ils y retournent à la fin de l'automne. Donc ça rejoint, si vous voulez, le scénario antérieur qui avait été donné, et ils véhiculent dans le sud du Larzac et le Causse-Méjean des traditions exogènes. Donc c'est l'hypothèse qui va être retenue finalement pratiquement jusqu'à aujourd'hui, jusque dans les années 2000-2010, pour définir l'archéologie de cette région et le déplacement des gens qui en fait franchissent des frontières qui deviennent perméables. Alors, il va falloir maintenant se rendre du côté du Jura pour réfléchir à cette possibilité de transfert. Effectivement, dans les régions 70, Pierre Pétrequin et son équipe fouillent dans l'Ain, donc dans le département de l'Ain, la grotte des Planches, qui est une très grosse cavité dans laquelle ils vont repérer notamment des associations tout intéressantes d'emplacement de l'âge du bronze final. Donc je passe là-dessus, quoique le modèle justement de la grotte des Planches va beaucoup servir aux néolithiciens du sud de la France pour établir plus tard des modèles d'occupation du site de Boussard. Enfin ça c'est une autre histoire. Ce qui est intéressant à cette époque, c'est qu'à l'intérieur de ces grottes des Planches va être découvert un campement de gens qui ont passé un très court laps de temps dans la cavité, mais assez long pour laisser un dépotoir. Et dans ce dépotoir, ils vont retrouver un vase de la culture de Ferrières, avec un décor typique du Ferrières et des faciès qu'on connaît en Ardèche, avec des pointes de flèches, vous voyez, de forme losangique, qui sont assez caractéristiques aussi des groupes méridionaux, celle-ci étant en particulier légèrement asymétrique, ce qui est un type de pointe de flèche qu'on va retrouver notamment au sud des Grands Causses. Et donc, ces pasteurs de Ferrières semblent avoir migré ou semblent s'être déplacés dans des régions assez éloignées de leur base, puisque là, on est sur les tènements sud du Jura. Dans les décennies qui suivent, d'autres recherches, notamment dans la Combe d'Ain, sur les sites de Chalain et de Clairvaux, vont révéler une occupation beaucoup plus forte des méridionaux, entre guillemets, des sudistes, dans le Jura, avec ici, vous voyez une planche, mais il y en a beaucoup d'autres, avec deux vases décorés ici et ici, dans un décor typique des vases ferrières des régions ardéchoises, de l'Ardèche, du sud de l'Ardèche. Donc à partir de ces découvertes, un modèle va être formulé, qui est un modèle très célèbre, qui est toujours d'actualité, avec le déplacement d'une partie de population, de petits groupes. On pense à des petits groupes, comme l'indique le campement de la grotte des Planches, des petits groupes qui vont finir par s'installer aux abords de la Combe d'Ain, jusque dans la partie orientale de la Suisse, dans la région jusque dans le sud du lac de Neuchâtel, si les souvenirs sont bons, et qui vont pénétrer au-delà du plateau suisse d'ailleurs, jusque dans les Alpes. Et on va avoir ces populations qui vont être en concurrence avec des populations qui viennent de l'Est de la France. Donc il va y avoir une alternance de présence dans ces régions, notamment la culture de Horgen, et puis ensuite une mixité
entre les influences méridionales et les influences de l'Est, qui vont donner la culture de Chalin-Clairvaux. Alors on est sûr ici sur un exemple tout à fait intéressant qui fait modèle en fait, hein, d'un modèle de colonisation ou de déplacement lent de premier groupe qui va aboutir à une forme de mixité culturelle, donc des frontières culturelles qui sont relativement étanches vont devenir de plus en plus perméables. Et cette perméabilité va se voir évidemment avec le transfert des styles céramiques, mais aussi avec les échanges de différentes productions. Hein. Ça peut être les parures, des imitations de pointes de flèche en silex, enfin différentes choses. Il n'y a pas que la céramique. Alors ce modèle, évidemment, va être enrichi, hein, puisque on va s'apercevoir que dans les zones périalpines, on a également des imitations de pointes de flèche de style méridional, de parures aussi. Vous voyez, par exemple, les parures en crochet, qui sont particulièrement nombreuses dans les Grands Causses et dans Languedoc, mais aussi les pendeloques cannelés ou les pendeloques en quille, qui sont en os, en bois de cervidé, plutôt en bois de cervidé, qu'on va retrouver sur les Grands Causses, et notamment un travail qui a été surtout fait par Ingrid Sénépar ces dernières années sur les contacts entre les Grands Causses, le sud des Grands Causses et la région, le plateau jurassien et le plateau suisse, pardon, à travers l'industrie en bois de cervidé. Alors même si, entre guillemets, l'industrie en bois de cervidé des Grands Causses n'a pas un aspect suisse, hein, je mets des guillemets bien sûr, il reste quand même qu'il y a dû y avoir forcément des contacts entre ces régions avec des déplacements de population. Alors vous voyez ici une gaine en bois de cervidé retrouvée sur le site du Jas del Bio, ici des parures qui proviennent de la région périalpine, hein, du Jura et du plateau suisse, et là ici des parures qui proviennent aussi du Jas del Bio, et une pendeloque en quille tout à fait semblable à celle-ci. Alors bon, alors donc on a vraiment ici des zones de contact qui se développent en particulier à partir de la fin du 4e millénaire et le début du 3e millénaire. D'autres contacts sont attestés possibles avec le bassin parisien, notamment la production de masses de casse-tête en roche et bois de cervidé, qu'on va retrouver sur les Grands Causses et en Languedoc, des pendeloques biforées, qu'on va retrouver en particulier dans la région Seine-et-Oise-Marne, caractéristique du bassin parisien. Dans l'ouest de la France, on va avoir un contact un peu moins formel, mais plutôt théorique, à travers des productions symboliques, que sont les statues menhirs dans le sud, et les parois d'hypogée, donc de grottes sépulcrales artificielles, et les parois de dolmens, les dalles des dolmens, sur lesquelles on va retrouver des motifs, notamment le sein, les colliers, le visage janté, qui se rapprochent des motifs qu'on a dans le sud de la France. Et on va également constater les importations épisodiques sur les Grands Causses et en Languedoc, du silex de Touraine, le silex Grand Pressigny. Alors un hypogée, c'est une grotte creusée artificiellement dans des roches tendres, qui va être aménagée de la même manière qu'une grotte sépulcrale, et qui va servir évidemment de grotte sépulcrale. Alors on en retrouve dans tout le bassin méditerranéen, et il y a un petit groupe qui est très important, qui est très connu dans le bassin parisien, hein, au niveau du Petit Morin. On a plusieurs hypogées. Dans 3 d'entre elles, on a des représentations anthropomorphes, comme celle que tu as à gauche là sur la photo, et qui évoquent, à s'y méprendre, les représentations du sud de la France, les statues menhirs. Et donc, depuis, c'est une remarque qui a été faite il y a très longtemps, hein, déjà par Georges Constantini et par les archéologues des années 50. Alors, évidemment, ça permet de dresser une carte tout à fait intéressante, à mon avis, qui n'est pas forcément bien perçue ou qui peut être critiquée, avec des relations entre le Massif central, le bassin parisien, le couloir du Rhône, les régions périalpines et le Jura, les Grands Causses et le Languedoc. Alors évidemment, entre 3500 et 2150, qui est le début de l'âge du bronze, de l'épicampaniforme, évidemment avec des questions qui se posent. Qui circule? Les objets circulent, est-ce qu'ils circulent de proche en proche? Est-ce que ce sont des déplacements massifs ou des déplacements de groupe? Est-ce que ces ressemblances sont des convergences fortuites ou est-ce que ce sont des convergences réelles? Il y a toute une série de questions et de problématiques qui sont soulevées par ces contacts lointains, mais qui sont intéressants parce que, en fait, par certaines équipes, hein, je pense notamment aux équipes du Jura qui travaillent beaucoup là-dessus, ont tendance à se refermer sur elles-mêmes et pas à regarder ce qui se passe ailleurs. Or, il se trouve qu'on est dans un monde néolithique,
néolithique, mais tout le néolithique finalement, qui est un monde de la mobilité, où les gens se déplacent énormément, où les colporteurs diffusent des matériaux précieux, où il y a une nécessité de biens de prestige qui se fait sentir, et où les circulations, évidemment, probablement dans le temps long, mais aussi peut-être de manière extrêmement brève, hein, dans des temps courts, peuvent introduire des nouveautés techniques ou des nouveautés esthétiques dans des régions très éloignées. Voilà. Alors donc évidemment la question se pose du moteur de cette distribution. On aurait tendance à revenir sur des thèses diffusionnistes, hein, mais il ne s'agit pas à proprement parler de colonisation. Il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'on connaît très mal la densité démographique de ces époques. Et donc, est-ce qu'on a affaire à des densités fortes, à des densités moyennes, à des points de densité, ou à une population essaimée, dispersée sur de vastes surfaces? Alors, à l'issue de ces différents constats, un nouveau scénario va être évoqué, ce que j'appelle le Sud élargi, qui indique que des segments de population rattachés à la culture de ferrière s'installent dans le Jura durant un pic de croissance démographique, qui est attesté autour des lacs, en particulier de la Combe d'Ain, et solidifie les réseaux d'échange entre l'Est et le Sud, qui sont apparemment bien attestés à la fois par circulation des parures, à la fois par circulation de certains biens de prestige, d'objets relativement rares, mais aussi à travers la circulation de la céramique. Alors, en revanche, est-ce qu'on retrouve des céramiques de l'Est dans le sud de la France? Elles y sont peut-être, mais en tout cas, on ne les a pas encore remarquées, peut-être parce qu'on ne les a pas cherchées. Le couloir du Rhône sert donc de vecteur depuis la Basse-Ardèche. Donc, c'est ce Rhône qui n'est pas une frontière qui sépare, mais une frontière plutôt qui agrège les populations, hein, puisque c'est une sorte d'aspirateur en direction du nord de la France actuelle, du nord de la Gaule. Et d'autres transports culturels impliquent également le bassin parisien à l'ouest. Alors ceux-là sont plus problématiques parce qu'ils portent sur assez peu de choses, mais on ne peut pas non plus les écarter. Et il est possible, en fait, dans ce scénario 4, qu'on attribue cette mobilité de biens et de personnes qui réactive en fait les anciens réseaux de flux d'échange des périodes antérieures, qui sont très bien connus, notamment les réseaux d'échange de H alpine, qui traversent une bonne partie de la péninsule eurasienne, hein, c'est-à-dire de la France actuelle et qui ont jusque dans les Pyrénées. Voilà, on a en particulier ces circulations, cette mobilité importante, qui est peut-être reprise sous une autre forme par les populations plus tardives, c'est-à-dire les populations du Néolithique final. Alors, à l'intérieur des grands causes eux-mêmes, on assiste à des dépassements de frontières. Alors, en particulier, des dépassements de frontières qui, là, font l'objet d'allers-retours. On voit par exemple ici, pendant la phase 2 du groupe des traits, alors j'ai oublié de signaler qu'il y a 3 phases en groupe des traits, hein, comme il y a 3 grandes phases dans les groupes du Languedoc, ces phases étant synchrones. On a un déplacement ici de céramique, enfin, mobilité des personnes forcément qui est associée à la céramique, où on va retrouver des styles céramiques du Languedoc et de l'Ardèche à l'intérieur des Grands Causses en vert, et on va avoir le passage à partir des Grands Causses, dont la limite est ici, de céramique typique des Grands Causses vers les régions plus méridionales. Jusqu'ici, alors, avec un effet de frontière hein, qui va se dessiner, non pas entre les Grands Causses et le sud de la France, mais entre le sud des Grands Causses et l'extrême sud de la France. Même chose dans la phase postérieure, c'est-à-dire la phase 3, avec ici non plus la circulation des céramiques, la circulation des pointes de flèches créninées en chaille, qui vont pénétrer très largement le secteur languedocien, alors que la céramique Fontbouisse, elle, va remonter assez loin dans le secteur Cosenard. Donc on voit ici des zones intermédiaires et puis des zones de dépassement avec une frontière qui se situe à peu près à cette hauteur. Donc là, on a les productions locales, on a le déplacement des productions locales qui ne sont pas très nombreuses, hein, malgré l'importance des cercles qui sont marqués ici, et des céramiques, par contre, beaucoup plus attestées, hein, des ensembles céramiques beaucoup plus attestés de la culture de Fontbouisse dans les Grands Causses. Donc on a à la fois un va-et-vient qui finalement atteste ou conforte les hypothèses antérieures à l'intérieur même des Grands Causses.
et à l'intérieur même de la zone d'étude, c'est-à-dire avec le Languedoc. Alors, il y a également des frontières qui paraissent beaucoup plus étanches, notamment, comme je disais tout à l'heure, entre le sud des Grands Causses avec le sud du Larzac et le nord des Grands Causses avec le Causse Comtal, notamment le Causse Sauveterre, Causse Méjean et Causse Noire et nord du Larzac, qui concerne ici les objets en métal. Alors, l'objet en métal, vous avez les poignards typiques ici des Grands Causses avec leurs encoches, hein, leur perforation pour mettre un rivet, et ici les poignards de type languedocien qui sont attachés. Alors, on a retrouvé des manches en bois avec des fibres végétales qui pouvaient les maintenir, qui n'ont pas d'encoche à proprement parler, mais seulement un ergot. Pardon. On va voir que ces poignards de type cuivre vont se répartir assez difficilement au-delà de cette frontière, et on va trouver quelques exemplaires isolés de type Cossenard dans le sud. Là, on a plutôt affaire à des frontières qui ne sont pas dépassées, mais qui seront dépassées en revanche par les mêmes productions en silex, hein, les imitations en silex ou les antécédents en silex de ces poignards en cuivre. Alors, ce qui est intéressant également sur les poignards de type Cossenard, notamment les poignards qui proviennent ici du tumulus du Freycinet sur le Causse de Sauveterre, c'est que Paul Ambert avait souligné la possibilité que certains cuivres de ce groupe d'une dizaine de poignards, certains cuivres soient originaires des régions alpines. Donc, c'est en cours d'étude à l'heure actuelle, notamment pour un programme qui s'appelle Copper, qui est en cours à l'UMR de Montpellier, l'UMR ASM, pardon, et qui essaye de voir si effectivement on pourrait avoir des cuivres d'origine alpine à l'intérieur des productions cossenardes. Alors, évidemment, quand on étudie la céramique, qui est beaucoup plus abondante que ces objets qui sont relativement peu courants, que sont les objets en cuivre ou ou certains objets de parure rare, on a une céramique extrêmement abondante. Avec, vous savez qu'il y a au moins, pour ce secteur, on a au moins 2000 sites du néolithique, si je compte les sépultures, au minimum 2000 sites d'habitat et de sépultures connus, donc évidemment qui ont fourni beaucoup de céramique, c'est un minimum que je donne là, et on voit qu'à l'intérieur de ces assemblages céramiques, on va détecter des parties, des ensembles cossenards, de la céramique à cordons multiples, qui est ubiquiste, mais qui est caractéristique de ce secteur, ainsi que des céramiques typiques Fontbouis, des céramiques typiques Ferrières. Alors ici, les céramiques typiques Ferrières sont en orange, les céramiques typiques Fontbouis sont en rouge, les céramiques typiques Cossenardes, groupe d'Étreilles, sont en jaune, et on voit qu'on a une répartition différentielle entre les différentes régions des Grands Causses, avec des influences plutôt qui descendent du nord-ouest vers le sud-ouest, avec des influences croissantes du style d'Étreilles, alors que c'est des influences qui vont venir des garrigues languedociennes, votre croissante, en direction du nord et en direction du sud. Voilà. Donc on a trois ensembles en fait, avec des effets de frontières qui ne sont pas des effets de frontières fermés, mais qui sont quand même sensibles entre ces trois parties, et qui vont se retrouver d'ailleurs à travers d'autres productions, notamment l'architecture des dolmens, des tombes mégalithiques. Alors ça nous amène à un scénario 5. Les Grands Causses sont au centre d'un jeu de redistribution de biens valorisés, comme on vient de le voir. Les mobilités en jeu concernent surtout la limite entre le nord et le sud du Larzac et la bordure sud du Larzac, ce que je vous présentais tout à l'heure. Je ne vais pas parler de la bordure sud, mais on a également un effet de frontière, notamment ici. Bordure sud, c'est ici. Voilà, tout ça là. Donc, c'est ces objets qui sont ici. Voilà. Ici, donc, on a un effet de frontière ici et un effet de frontière ici. Et ce jeu d'influence se déplace entre les phases 2 et 3, c'est-à-dire que cet effet de frontière va s'accentuer dans la phase 3 et va jouer entre influence très marquée et tradition languedocienne plus marquée. Alors on va en venir à ma conclusion en quelque sorte, qui va concerner cette fameuse définition, ce titre, homme des hauts plateaux et femme des basses terres ou des bas pays. Alors, bon, évidemment, c'est pour marquer les esprits, ça s'est probablement pas passé tout à fait comme ça, mais on va le détailler à travers des analyses qui ont été fournies, à la fois par les analyses archéothanatologiques et par les analyses paléogénétiques qui ont été faites sur la grotte d'Étreilles.
Alors la grotte des Treilles, donc c'est la grotte qui a donné son nom à cette culture archéologique, est un ossuaire et un habitat. L'ossuaire, qui date des phases 1 et 2 du groupe des Treilles, a fourni plusieurs centaines de sujets, et ces individus ont été rassemblés dans une couche quasiment unique, qui a fait l'objet de fouilles malheureusement un peu trop expéditives dans les années 1900, entre les années 1930 et les années 1960. Elles ont été reprises sous forme de sondage élargi par Georges Costantini, qui a pu préciser la stratigraphie du gisement. Mais évidemment, les os qui ont été retrouvés à l'époque ont été retrouvés dans des conditions qui ne sont pas entièrement satisfaisantes sur un plan scientifique. Bon, c'est important de le souligner quand même. Malgré tout, dans les années 2000, il y a une étude qui a été initiée par Éric Rubézy et qui a permis de revoir un échantillonnage de ces os pour faire une analyse génomique qui était conduite par Marie Lacan, qui a fait l'objet d'une thèse. Alors cet échantillonnage a concerné 29 individus qui représentent environ 19% du corpus, dont une majorité d'hommes et de femmes et 5 indéterminés. Alors voici un collier en perles de calcaire qui a été découvert en association, enfin des perles qui ont été découvertes dans l'ossuaire, et donc là qui sont reconstituées évidemment artificiellement, mais qui sont relativement nombreuses. Alors ces perles évidemment accompagnent généralement les défunts, qui sont en grand nombre dans les ossuaires. On a pu estimer qu'il y avait des ossuaires de plusieurs centaines de corps relativement nombreux dans les grands causes. Alors les principaux résultats sur les os humains, c'est d'abord la durée de fonctionnement de l'ossuaire, puisqu'il y a eu des datations C14 qui ont été faites, anciennes et récentes sur les os, qui montrent qu'il y a au début du 3e millénaire, une fréquentation assez longue, entre 70 et 950 ans, ce qui n'est pas étonnant. Sur un autre ossuaire, qui est l'ossuaire des Truelles, Éric Rubézy donne une fréquentation, enfin une utilisation de l'ossuaire qui dépasse le millénaire. Donc vous voyez que déjà ça pose un certain nombre de problèmes quant à l'interprétation globale. Alors les analyses sur l'ADN, sur les chromosomes Y, l'ADN Y, sur 20 sujets masculins a montré, là je cite, de la même lignée paternelle liée à l'aplogroupe G2A, alors, célèbre haplogroupe qui a quasiment disparu dans les populations actuelles, mais qui signe en fait l'origine proche-orientale des individus. Alors évidemment, les journalistes se sont rués sur l'information, avec un peu la complicité de certains archéologues qui ont laissé faire, pour dire que les causes avaient été occupées par des gens qui venaient du Proche-Orient pendant la préhistoire. C'est-à-dire que les hommes venaient du Proche-Orient, directement du Proche-Orient pendant la préhistoire, pour épouser les femmes caussonardes. Donc évidemment, ça plaisait beaucoup aux journalistes qui ont surfé sur l'information qui est fausse. Non, ils ont une origine proche-orientale, ça ne veut absolument pas dire qu'ils venaient directement de la région du Proche-Orient, évidemment. Mais qu'ils ont dans leur patrimoine génétique des marqueurs qui montrent une origine de leur lignée qui est proche-orientale. Alors l'aplogroupe G2, donc G2A, je viens d'en parler, et l'analyse mitochondriale. Alors vous savez que l'analyse mitochondriale, c'est les lignées féminines, montre donc en général une diversité allélique très importante qui montre que les femmes sont extrêmement mobiles. Diversité allélique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de marqueurs génétiques de différentes régions d'Europe qui sont en général une diversité qui est également marquée par une présence de gènes qui sont plutôt liés aux populations purement européennes, c'est-à-dire aux populations paléolithiques. Et cette diversité élevée, mitochondriale, indique la possibilité de résistance patrilocale, virilocale des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont évidemment d'origine européenne, entre guillemets, mais l'analyse génomique montre qu'il y a un déplacement des femmes et probablement une exogamie féminine qui est une hypothèse qui est maintenant retenue pour beaucoup de groupes du néolithique en Europe. Ce n'est pas une hypothèse qui est uniquement retenue à la grotte des Treilles, vous le savez, et pendant des périodes assez longues. Et la patrilocalité ou la virilocalité, c'est quelque chose qui est très répandu dans les sociétés humaines, même dans les sociétés modernes, et donc il n'a rien d'étonnant en soi. Les archéologues les avaient déjà mis en évidence, avant la génétique, par la circulation des vases, en pensant que les femmes pouvaient être potières,
c'était pas uniquement lié au vase, mais à d'autres indicateurs, notamment au dépôt dans les tombes, que les femmes pouvaient être les potières. Ça a été mis en évidence pour le néolithique moyen dans le Jura par Bury, hein, à travers la circulation des céramiques. Ça a été mis en évidence, mais à l'époque, on n'a pas osé le dire, mais on l'a laissé sous-entendre sur les fouilles qu'on a pu faire, la culture de Fontbouis, notamment sur le site de Boussargues. Voilà, donc c'est quelque chose qui était déjà dans l'air et qui a été confirmé en quelque sorte, à la fois par les études nouvelles sur la culture matérielle, mais également par les études paléogénétiques. Alors il se trouve qu'une autre étude dans un site assez proche de la grotte des Treilles, la veine de Corconne, est arrivée à peu près à la même conclusion. Mais pas seulement à cette conclusion-là, la conclusion aussi que dans l'ossuaire, ce sont essentiellement les femmes qui sont représentées. Alors, on l'avait déjà signalé à la grotte des Treilles, ça avait été confirmé par les analyses génétiques, et ça semble être confirmé également dans la veine de la boucle. Alors, la veine de la boucle, il est un peu plus ancien, ou légèrement, disons, probablement contemporain de la grotte des Treilles. Là, on est sur des périodes qui se chevauchent, donc il peut être contemporain de la grotte des Treilles. L'analyse porte sur les os humains dans des conditions de fouille tout à fait remarquables. On n'est pas là dans les mêmes conditions de fouille que la grotte des Treilles. C'est l'opération de fouille a été conduite par Henri Dudet. La veine de Corcoy, c'est un chantier expérimental où les méthodes de la fouille des sépultures telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui ont été expérimentées. Hein, donc ce sont des fouilles extrêmement fines. Tout est répertorié, tout est détaillé. On peut même associer chaque sépulture à un niveau stratigraphique fin et voir quelles sont la répartition, reconstituer l'emplacement des corps à partir de la répartition des ossements. Donc on est dans des conditions tout à fait l'antipode des conditions de fouille de la grotte des Treilles. Alors, les résultats de la grotte de Corconne, bon, on est je dirais, à vol d'oiseau, on est à peu près à moins d'une centaine de kilomètres de la grotte des Treilles. Donc on a une étude génomique qui a également fait l'objet d'une thèse de Anna Zelier, mais qui est très récente, vous voyez, 2023, sur 50% du corpus, 37 individus analysés, avec 27 échantillons datés, alors qu'on n'avait que 4 échantillons datés pour la grotte des Treilles, qui signalent de rares immatures, un recrutement masculin également très majoritaire. Recrutement masculin très majoritaire, donné évidemment par l'ADN, mais aussi, quand on parle de recrutement majoritaire masculin, c'est aussi le résultat des études ostéologiques. Hein. Ce n'est pas seulement le résultat des études faites par la paléogénétique. Et par contre, ce qu'elle montre, c'est un lien de parenté proche, au premier au troisième degré de la même lignée paternelle, avec toujours ces fameux haplogroupes G2A d'origine proche-orientale, pour 73% d'échantillons masculins. Donc, l'hypothèse qui est donnée par cette étude, c'est là. Alors, je passe sur les détails, hein, évidemment, ça, des détails qui impliquent la reconnaissance, enfin, l'identification stratigraphique des ossements, la position stratigraphique des ossements, l'identification ostéologique. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la grotte, on avait déjà mis en évidence qu'on avait affaire à une lignée familiale à cause d'une anomalie légère sur la rotule, sur la patella, hein, qui montrait que les individus étaient apparentés. Ça, on le savait déjà grâce aux recherches d'Henri Dudet bien avant les études paléogénétiques. Et donc, on a la mise en place d'un système patrilinéaire et la transmission du statut social par le père. Hein, c'est une interrogation qui est donnée à titre d'hypothèse avec les autres résultats. Donc, on a ici deux situations qui sont comparables, avec des conditions de fouille et d'analyse qui sont différentes, mais qui donnent à peu près un résultat équivalent. On a également ici la possibilité qu'on ait affaire à travers l'analyse génétique à une règle patrilocale. Hein. Donc la patrilocale, ça veut dire, je le rappelle, la femme se déplace dans la famille de l'époux, voilà, patrilocale ou virilocale, ou dans le village de l'époux. Bon, il y a plusieurs graduations qui peuvent être retenues sous la dénomination, mais les anthropologues sont là pour préciser. Hein. Donc la conclusion, il est peut-être temps d'y aller et d'y arriver, je vais la faire en 3 points de vue à partir surtout de ce dernier résultat paléogénétique. Alors, d'un point de vue archéologique, la frontière, donc c'est ce qui est dépassé. Hein. Pour qu'il y ait frontière, il faut qu'il y ait des dépassements. S'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de frontière. Donc, ce dépassement en archéologie, il est visible à travers les artefacts. Ces artefacts, évidemment,
il suppose le déplacement des personnes. Si les objets se déplacent, c'est que les personnes se déplacent. Alors, elles se déplacent soit sur de longues distances, soit sur de courtes distances. Donc, on peut avoir des déplacements rapides ou des déplacements rapides des artefacts, des déplacements de proche en proche. Ça, l'archéologie peut le dire, mais c'est assez difficile. Et ces déplacements définissent en fait la nature des liens culturels à travers les objets. Donc, il y a des liens culturels entre le Jura et le sud de la France. Il y a des liens culturels entre le Jura et le bassin parisien. Il y a des liens culturels entre, à travers les symboles, les productions symboliques, entre l'ouest de la France et le sud de la France, entre le bassin parisien et le sud de la France. D'un point de vue géoculturel, cette fois, en tenant compte finalement pas seulement des frontières, mais aussi de la répartition des différents faciès archéologiques, on a la frontière, c'est la limite d'extension des marqueurs identitaires, c'est-à-dire que là, on a plus à faire des populations qui vont définir des aires culturelles et des frontières culturelles qui vont définir des espaces géoculturels. Et quand ces limites sont dépassées, c'est qu'on a des contacts entre des populations qui appartiennent à des cultures différentes. Et ces dépassements traduisent un écoumène, c'est-à-dire un ensemble de relations qui sont beaucoup plus étendues que les cultures archéologiques elles-mêmes. Et cet écoumène va se construire à travers des contacts qui sont aléatoires et qui vont définir une mobilité diffuse, une économie, ce que j'appelle une économie à mobilité diffuse. C'est un concept que je propose. Alors évidemment, on peut introduire là-dedans les marqueurs génétiques, les traces de violences intercommunautaires qui ont été soulignées au cours de cet exposé, avec évidemment en fond la nécessité de l'échange. Nécessité de l'échange qui va nécessiter un dépassement de la frontière. Dépassement de la frontière qui est indiqué par la patrilocalité qui soutient le prix de la fiancée, prix de la fiancée qui suppose l'acquisition de biens de prestige, ces biens de prestige qui supposent également des déplacements de colporteurs ou des alliances ou des conflits dont on va retrouver la trace à la fin du 4e millénaire et au début du 3e millénaire dans les Grands Cosses et également en Languedoc. Donc, ces conflits peuvent se résoudre à partir du moment où on voit une forme de fusion entre les différents faciès culturels, et cette fusion culturelle qui peut arriver à une phase de stabilité. Alors, phase de stabilité qui serait en fait le témoignage d'une forme de réussite économique au cours du 3e millénaire, réussite économique qui est, d'un point de vue géoculturel, relativement bien attesté par une forme de stabilisation du paysage, avec la disparition des outils d'abattage en particulier, qui montre que bon, on a un paysage qui est stabilisé pour la circulation des troupeaux et puis pour l'économie pastorale en quelque sorte, avec donc tout le sud du Larzac qui est occupé entre guillemets par les populations Treille-Fombouis, par cette espèce de métissage culturel. Alors on a parlé au niveau de la céramique pour exprimer cette fusion de groupes multipolaires, de complexes multipolaires. Moi, ça me semble relativement bien adapté comme concept. Voilà. Donc ça serait le modèle qui pourrait être adapté à d'autres régions à partir des exemples qui sont donnés par la relation de voisinage entre les régions cossonardes et les régions sudistes, en quelque sorte, les régions du Languedoc oriental, les régions du Bas-Languedoc. Eh ben, j'arrive au bout de mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Alors évidemment, il aurait fallu que je parle également des productions symboliques, que je parle de manière plus détaillée des données qui sont relatives au paléo-environnement, mais je trouve que c'est déjà pas mal de choses et ça me paraît largement suffisant pour engager le débat. On vous remercie.